Combien de nuits as-tu passé à te demander pourquoi ta vie n'avance pas? Combien de matins t'es-tu réveillé avec les mêmes problèmes, les mêmes frustrations, les mêmes regrets? La véritable tragédie de l'existence humaine n'est pas dans les obstacles que nous rencontrons, mais dans notre refus de les affronter. Chaque seconde qui passe sans action est une seconde volée à ton potentiel. Chaque jour où tu choisis la facilité est un jour où tu trahis la personne que tu pourrais devenir. La plupart des gens vivent dans l'illusion qu'un miracle va changer leur situation, qu'une opportunité va tomber du ciel, que leur vie va s'améliorer par magie. Mais voici la réalité brutale. Rien ne changera tant que tu ne changeras pas. Le monde ne va pas s'adapter à tes désirs, c'est toi qui dois t'adapter au monde. Les anciens philosophes stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans, et leurs enseignements sont encore plus pertinents aujourd'hui qu'à leur époque. Imagine un instant que tu puisses regarder ta vie dans 10 ans. Si tu continues exactement sur la même voie qu'aujourd'hui, avec les mêmes habitudes, la même mentalité, les mêmes excuses, où seras-tu? Cette vision te satisfait-elle? Si la réponse est non, alors ce qui va suivre peut littéralement transformer ton existence. Nous allons explorer ensemble 10 lois fondamentales du stoïcisme moderne, qui ont le pouvoir de révolutionner ta façon de penser, d'agir et de vivre. Ce ne sont pas de simples conseils motivationnels, ce sont des principes éprouvés par des siècles d'application pratique, des règles qui ont guidé des empereurs, des philosophes, des leaders et des personnes ordinaires vers une vie extraordinaire. La question n'est pas de savoir si ces principes fonctionnent, ils fonctionnent. La vraie question est, es-tu prêt à les appliquer? Es-tu prêt à sortir de ta zone de confort pour construire la vie que tu mérites vraiment? Première loi. Ton cercle détermine ton destin. Imagine une graine plantée dans une terre stérile. Peu importe son potentiel génétique, elle ne pourra jamais devenir l'arbre majestueux qu'elle pourrait être dans un sol fertile. Tu es cette graine, et ton environnement social est ce sol. Regarde autour de toi en ce moment même. Les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps définissent qui tu es en train de devenir. Si elles parlent constamment de leurs problèmes sans jamais chercher de solution, devine ce que tu feras. Si elles critiquent tous ceux qui tentent de s'améliorer, devine quelle sera ton attitude face à tes propres ambitions. Marcus Aurelius, l'empereur philosophe, écrivait « Très tôt le matin, dis-toi, aujourd'hui je rencontrerai des gens indiscrets, ingrats, insolents, trompeurs, envieux, peu sociables. » Il savait que nous ne pouvons pas changer les autres, mais nous pouvons choisir avec qui nous passons notre temps précieux. Voici une vérité que peu de gens acceptent. Tu deviens automatiquement la moyenne des personnes qui t'entourent. Leurs habitudes deviennent tes habitudes. Leurs limitations deviennent tes limitations. Leur niveau d'ambition devient ton plafond. Penses-tu que c'est un hasard si les personnes les plus riches du monde se fréquentent entre elles? Si les athlètes de haut niveau s'entraînent ensemble? Si les entrepreneurs à succès forment des groupes mastermind? Ils ont compris une loi fondamentale. L'excellence est contagieuse, mais la médiocrité l'est aussi. Alors pose-toi ces questions difficiles. Dans ton cercle actuel, qui parle de croissance personnelle? Qui lit des livres pour s'améliorer? Qui prend des risques calculés pour avancer? Qui te challenge à devenir meilleur? Si personne ne répond à ces critères, tu n'as pas un cercle social, tu as un piège. Ne me dis pas que tu n'as pas le choix. Tu l'as toujours. Changer ton environnement ne signifie pas forcément couper tous les ponts du jour au lendemain. Cela signifie être stratégique, réduire progressivement le temps passé avec ceux qui te tirent vers le bas, chercher activement ceux qui te tirent vers le haut. Comment faire concrètement? Rejoins des communautés alignées avec tes objectifs. Participe à des événements où se trouvent des personnes ambitieuses. Consume du contenu créé par ceux que tu admires. Entoure-toi virtuellement et physiquement de modèles inspirants. Et si tu ne trouves pas immédiatement ton nouveau cercle, alors commence par être seul. La solitude constructive est 1000 fois préférable à la compagnie destructrice. Un aigle solitaire vole toujours plus haut qu'un corbeau en groupe. Rappelle-toi, ton cercle ne détermine pas seulement qui tu es aujourd'hui, il détermine qui tu seras demain. Choisis-le avec la même attention que tu choisirais le fondement de ta maison, car c'est exactement ce que c'est. Deuxième loi, l'action imparfaite vaut mieux que l'inaction parfaite. Il y a une maladie moderne qui paralyse plus de rêves que tous les obstacles externes réunis. Le perfectionnisme. Cette croyance toxique que tu dois attendre d'être parfaitement préparé, parfaitement équipé, parfaitement sûr avant de commencer quoi que ce soit. Laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Il n'y a pas de moment parfait.
il n'y aura jamais de moment parfait. Cette opportunité idéale que tu attends, ces conditions parfaites dont tu rêves, cette confiance absolue que tu cherches, tout cela n'existe que dans ton imagination. Épictète, l'ancien esclave devenu philosophe, enseignait que nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Pendant que tu planifies, que tu réfléchis, que tu attends le bon moment, d'autres agissent. Pendant que tu cherches la perfection, ils créent du progrès. Pense à tous les entrepreneurs que tu admires. Crois-tu qu'ils avaient tout prévu avant de commencer? Crois-tu qu'ils maîtrisaient parfaitement leur domaine? La vérité est qu'ils ont commencé avec ce qu'ils avaient, où ils étaient, avec leur niveau de connaissance du moment. Voici ce que tu dois comprendre. L'action génère l'information. Ce n'est qu'en bougeant que tu découvres ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce n'est qu'en essayant que tu apprends vraiment. Combien de projets as-tu remis à plus tard parce qu'ils n'étaient pas assez parfaits dans ta tête? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu ne te sentais pas prêt? Combien de fois t'es-tu dit « quand j'aurai plus de temps, plus d'argent, plus d'expérience, plus de confiance ?» Voici un exercice révélateur. Note tout ce que tu as remis à plus tard cette semaine. Maintenant, pour chaque élément, demande-toi « qu'est-ce qui m'empêche réellement de commencer maintenant, même de façon imparfaite ?» Dans 90% des cas, tu découvriras que l'obstacle n'existe que dans ta tête. La perfection est l'ennemi de l'action, et l'action est l'ami du progrès. Mieux vaut un pas hésitant dans la bonne direction qu'une course effrénée sur place. Mieux vaut une tentative imparfaite qu'une préparation parfaite qui ne mène nulle part. Les stoïciens appelaient en cela l'art de l'indifférence préférée. Ils préféraient l'action à l'inaction, même si cette action n'était pas parfaite. Ils comprenaient que la vie est courte et que chaque jour passé à tergiverser est un jour perdu à jamais. Alors voici ton défi pour les prochaines 24 heures. Choisis une chose que tu remets à plus tard depuis des semaines ou des mois. Et commence. Pas parfaitement, pas avec tous les outils, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, avec ce que tu as, tel que tu es. Parce que voici la vérité, tu n'auras jamais autant d'informations que tu le souhaites. Tu ne te sentiras jamais aussi prêt que tu l'espères. Et le moment parfait n'arrivera jamais. Mais si tu commences maintenant, dans un an tu seras infiniment plus avancé que si tu continues à attendre. Troisième loi, tes pensées sont tes chaînes ou tes ailes. Dans la cellule sombre de ton esprit, il y a un prisonnier et un gardien. Le tragique dans cette histoire, c'est qu'ils sont la même personne, toi. Chaque jour, tu peux choisir d'être celui qui s'enferme ou celui qui se libère. Épictète, qui a vécu l'esclavage physique, a découvert une vérité révolutionnaire. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Il a compris que la vraie liberté ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre relation avec nos propres pensées. Observe ton dialogue intérieur pendant une journée entière. Combien de fois te dis-tu « Je ne peux pas, c'est trop difficile, je ne suis pas assez bon, je n'y arriverai jamais ?» Ces phrases ne sont pas des descriptions de la réalité, ce sont des programmes que tu installes dans ton cerveau. Voici ce qui se passe. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu imagines intensément. Quand tu te répètes constamment que tu es incapable, ton cerveau l'accepte comme vérité et ajuste tes actions en conséquence. Tu deviens littéralement ce que tu penses de toi-même. Mais cette loi fonctionne dans les deux sens. Si tu peux t'emprisonner avec tes pensées, tu peux aussi te libérer avec elles. La transformation commence le jour où tu prends conscience que tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui observe tes pensées. Imagine que tes pensées sont comme la radio dans ta voiture. Tu n'es pas obligé d'écouter la station qui diffuse de la négativité en permanence. Tu peux changer de fréquence. Tu peux choisir ce que tu écoutes dans ta tête. Marc Aurèle écrivait chaque matin ses pensées pour moi-même, non pas pour les publier, mais pour reprogrammer son esprit. Il se rappelait constamment que ses pensées étaient sous son contrôle, pas l'inverse. Voici un exercice puissant que tu peux commencer dès aujourd'hui. Chaque fois que tu captes une pensée négative sur toi-même, arrête-toi et demande-toi « Est-ce que cette pensée m'aide à avancer ou me retient-elle » Si elle te retient, remplace-la consciemment par une pensée plus constructive. Par exemple, au lieu de « Je suis nul en communication », dis-toi « Je suis en train d'apprendre à mieux communiquer ». Au lieu de « Je n'y arriverai jamais », dis-toi « Je n'y suis pas encore arrivé ». Ce petit changement de formulation reprogramme complètement ton cerveau. Les pensées limitantes que tu portes aujourd'hui, d'où viennent-elles? Souvent, ce sont des croyances installées dans ton enfance, des jugements d'autres personnes que tu as intégrés, des échecs du passé que tu généralises à ton avenir. Mais tu n'es plus cette personne. Tu as grandi.
tu as appris. Tu peux choisir de nouveaux programmes mentaux. Voici la question cruciale. Si tu devais vivre avec les mêmes pensées récurrentes que tu as maintenant pour les 50 prochaines années, serais-tu satisfait? Si la réponse est non, alors il est temps de faire le ménage dans ta tête. Les stoïciens avaient une pratique appelée l'examen de conscience. Chaque soir, ils analysaient leurs pensées de la journée, gardaient celles qui les servaient et éliminaient celles qui les desservaient. Cette pratique quotidienne peut révolutionner ta vie. Rappelle-toi, tu n'es pas victime de tes pensées. Tu en es l'architecte. Chaque pensée que tu acceptes ou que tu rejettes sculpte la personne que tu deviens. Choisis tes pensées aussi soigneusement que tu choisirais les fondations de ta maison, car elles sont exactement cela. 104e loi, l'obstacle devient le chemin. Voici une vérité que la plupart des gens n'accepteront jamais. Tes problèmes ne sont pas des punitions, ce sont des promotions. Chaque obstacle que tu rencontres est en réalité une opportunité déguisée de devenir plus fort, plus sage, plus résilient. Marc Aurèle face aux invasions barbares, Épictète face à l'esclavage, Sénèque face à l'exil. Aucun d'eux n'a eu une vie facile. Pourtant, ce sont ces difficultés mêmes qui ont forgé leur caractère et leur sagesse. Ils ont développé une philosophie révolutionnaire. L'obstacle est le chemin. Pense à un muscle qui grandit. Comment devient-il plus fort? En rencontrant une résistance. Sans poids à soulever, sans effort à fournir, il s'atrophie. Il en va de même pour ton caractère, ta résilience, ta capacité à réussir dans la vie. Ils ne grandissent que face à l'adversité. Regarde ta propre histoire. Tes plus grandes croissances personnelles ne sont-elles pas survenues après tes plus grandes difficultés? Ces moments où tu pensais que tout s'écroulait, ne t'ont-ils pas finalement mené vers quelque chose de meilleur? Voici ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Leur relation avec les problèmes. Les premiers voient chaque difficulté comme un défi à relever. Les seconds voient chaque difficulté comme une excuse pour abandonner. Quand tu rencontres un obstacle, tu as 3 choix. Le contourner, l'éviter ou le traverser. Contourner demande de la créativité, éviter demande de la patience, traverser demande du courage. Mais dans tous les cas, l'obstacle t'enseigne quelque chose de précieux. Imagine que tu sois un navigateur en pleine tempête. Tu peux maudire le vent, te plaindre des vagues ou apprendre à naviguer dans ces conditions difficiles. Celui qui apprend à naviguer dans la tempête devient capable de naviguer par tous les temps. Voici un exercice transformateur. Liste les 3 plus gros problèmes que tu affrontes actuellement. Pour chacun, demande-toi, qu'est-ce que ce problème m'oblige à développer comme compétence? Quelle force de caractère dois-je construire pour le surmonter? Quelle leçon essaie-t-il de m'enseigner? Souvent, tu découvriras que tes problèmes actuels t'obligent à développer exactement les compétences dont tu auras besoin pour atteindre tes objectifs futurs. C'est comme si la vie te préparait en permanence pour la prochaine étape de ton évolution. Les stoïciens pratiquaient la premeditatio malorum, l'anticipation des difficultés. Non pas pour attirer le malheur, mais pour se préparer mentalement et émotionnellement. Quand l'obstacle arrivait, ils étaient prêts. Ils le voyaient venir et avaient déjà planifié leur réponse. Voici une autre perspective révolutionnaire. Et si tes problèmes actuels étaient exactement ce dont tu as besoin pour devenir la personne capable d'atteindre tes rêves? Et si l'univers te présentait précisément les défis nécessaires à ta croissance? Cette façon de voir transforme complètement ton expérience de vie. Au lieu de subir les obstacles, tu les accueilles. Au lieu de les fuir, tu les affrontes. Au lieu de les maudire, tu les remercies pour les leçons qu'ils t'apportent. Rappelle-toi, il n'y a pas de raccourci vers l'excellence. Chaque maître dans son domaine a traversé des années d'obstacles et d'échecs. Ce qui les distingue, c'est qu'ils ont vu chaque obstacle comme un professeur, chaque échec comme une leçon, chaque difficulté comme une opportunité de grandir. Alors la prochaine fois que tu rencontreras un obstacle, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demande « Pourquoi pas moi ? Qu'est-ce que cette situation va m'apprendre ? Comment puis-je utiliser cette difficulté pour devenir plus fort ?» 5e loi, tu ne contrôles que tes réactions. Voici la leçon la plus libératrice et la plus difficile à accepter du stoïcisme. Tu ne contrôles presque rien dans ce monde, sauf une chose, ta réaction à ce qui t'arrive. Cette unique chose que tu peux contrôler est aussi la plus puissante. Épictète l'expliquait simplement. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, nos jugements, nos décisions, nos actions, nos réactions. Ce qui ne dépend pas de nous,
les actions des autres, les événements extérieurs, le passé, l'avenir. La plupart des gens passent 90% de leur énergie à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas d'eux, et 10% à maîtriser ce qui en dépend. Les sages font l'inverse. Ils investissent 90% de leur énergie sur ce qu'ils peuvent contrôler et acceptent ce qu'ils ne peuvent pas changer. Pense à la dernière fois que tu t'es énervé. Qu'est-ce qui t'a vraiment mis en colère? L'événement lui-même ou ton interprétation de cet événement? Quelqu'un t'a dit quelque chose de déplaisant et tu as choisi de le prendre personnellement. Quelque chose ne s'est pas passé comme prévu et tu as choisi de le voir comme un échec. Voici une vérité révolutionnaire. Personne ne peut te mettre en colère sans ton consentement. Personne ne peut te rendre triste sans ta permission. Personne ne peut détruire ta paix intérieure sans que tu lui donnes ce pouvoir. Imagine deux personnes qui vivent exactement la même situation difficile. Un licenciement, une rupture, un échec professionnel. L'une tombe dans la dépression et l'amertume. L'autre y voit une opportunité de recommencer, d'apprendre, de grandir. Même situation, réactions opposées, résultats complètement différents. Quelle est la différence? Leur interprétation de l'événement, leur choix de réaction, leur capacité à se concentrer sur ce qu'ils peuvent contrôler plutôt que sur ce qu'ils ne peuvent pas changer. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Ce pouvoir sur ton esprit, c'est ta liberté ultime. C'est ce que personne ne peut te prendre, quelles que soient les circonstances. » Voici un exercice pratique pour développer cette maîtrise. La prochaine fois que quelque chose te contrarie, arrête-toi et divise la situation en 2 colonnes mentales. Colonne 1. Ce que je ne peux pas contrôler dans cette situation. Colonne 2. Ce que je peux contrôler et influencer. Tu découvriras que dans la plupart des situations stressantes, tu peux contrôler bien plus de choses que tu ne le pensais. Tu peux contrôler ton attitude, tes actions futures, ce que tu apprends de la situation, comment tu choisis de réagir. Les victimes se focalisent sur la colonne 1. Les leaders se concentrent sur la colonne 2. Les victimes disent « Regardez ce qui m'arrive ». Les leaders disent « Regardez ce que je vais faire de cette situation ». Cette différence de focus transforme littéralement ton expérience de vie. Quand tu arrêtes d'essayer de contrôler l'incontrôlable, tu libères une énergie énorme pour maîtriser ce qui est vraiment en ton pouvoir. Voici une autre pratique stoïcienne puissante. Chaque soir, avant de dormir, repense au moment de la journée où tu t'es senti frustré ou contrarié. Pour chacun, identifie ce que tu essayais de contrôler qui ne dépendait pas de toi. Puis, réfléchis à comment tu aurais pu réagir différemment, en te concentrant uniquement sur ce qui dépendait de toi. Cette pratique quotidienne reprogramme progressivement ton cerveau. Au lieu de gaspiller ton énergie sur ce que tu ne peux pas changer, tu la canalises vers ce que tu peux transformer. Rappelle-toi, la liberté ne consiste pas à pouvoir tout faire, mais à choisir consciemment tes réactions. Le pouvoir ne réside pas dans la capacité à contrôler les autres, mais dans la maîtrise de soi. La paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de ta sérénité face aux problèmes. 6e loi, l'authenticité est ton super pouvoir. Dans un monde obsédé par l'image, l'authenticité est devenue un super pouvoir rare. Pendant que tous essaient de paraître parfaits sur les réseaux sociaux, ceux qui osent être authentiques créent des connexions réelles et construisent des vies significatives. Regarde autour de toi, combien de personnes connais-tu qui vivent vraiment leur vie, par opposition à jouer le rôle qu'elles pensent devoir jouer? Combien portent des masques si longtemps qu'elles ont oublié qui elles sont vraiment en dessous? Voici le problème avec l'inauthenticité. Elle demande une énergie colossale. Tu dois constamment surveiller ton image, ajuster ton comportement selon ton audience, te souvenir de quelle version de toi-même tu as présenté à chaque personne. C'est épuisant et insoutenable à long terme. L'authenticité, par contre, est naturellement énergisante. Quand tu es aligné avec tes valeurs, quand tes actions correspondent à tes convictions, quand tu n'as pas à prétendre être quelqu'un d'autre, tu libères une énergie énorme pour ce qui compte vraiment. Pense aux personnes qui t'inspirent le plus. Ne sont-elles pas celles qui ont le courage d'être elles-mêmes, avec leurs forces et leurs faiblesses? Celles qui parlent de leurs échecs autant que de leurs succès? Celles qui montrent leur humanité plutôt que de prétendre à la perfection? Voici ce qui se passe quand tu choisis l'authenticité. D'abord, tu repousses certaines personnes, celles qui préféraient la version édulcorée de toi-même. Mais ensuite, tu attires les bonnes personnes, celles qui t'apprécient pour qui tu es vraiment, pas pour qui tu prétends être. L'authenticité commence par l'honnêteté envers soi-même. Quelles sont tes vraies valeurs? Pas celles que tu penses devoir avoir.
Quels sont tes véritables désirs? Pas ceux qui sont socialement acceptables. Quelles sont tes peurs réelles? Pas celles que tu affiches pour paraître vulnérable de façon contrôlée? Voici un exercice révélateur. Imagine que tu aies une baguette magique qui te permettrait de vivre sans aucun jugement des autres. Plus personne ne pourrait critiquer tes choix, ton apparence, tes décisions. Dans ce monde sans jugement, comment vivrais-tu différemment? La réponse à cette question révèle l'écart entre qui tu es et qui tu montres au monde. Cet écart est la mesure de ton inauthenticité. Plus il est grand, plus tu vis une vie qui ne t'appartient pas vraiment. Les stoïciens valorisaient l'aparesia, le courage de dire la vérité, même quand elle dérange. Ils comprenaient que mentir aux autres commence toujours par se mentir à soi-même, et qu'inversement, l'honnêteté envers soi-même libère la capacité d'être authentique avec les autres. Être authentique ne signifie pas tout partager avec tout le monde. Cela signifie ne jamais prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Cela signifie aligner tes actions avec tes valeurs. Cela signifie avoir le courage de décevoir les autres plutôt que de te trahir toi-même. Voici la beauté de l'authenticité. Elle simplifie tout. Plus besoin de mémoriser les mensonges. Plus besoin d'ajuster ton comportement selon l'audience. Plus besoin de vivre dans la peur d'être découvert. Tu deviens ce que tu es, et c'est la plus grande liberté qui existe. Rappelle-toi, dans un monde plein de copies, un original a une valeur inestimable. Ta singularité n'est pas un défaut à corriger, c'est un atout à cultiver. Les gens ne se souviennent pas des versions parfaites, ils se souviennent des versions authentiques. 7e loi. La discipline est la mère de toutes les libertés. Voici un paradoxe que peu de gens comprennent. Plus tu es discipliné, plus tu es libre. La plupart croient le contraire. Ils voient la discipline comme une prison et la spontanéité comme la liberté. Ils ont tout faux. Marc Aurèle se levait avant l'aube, même en tant qu'empereur romain, avec un pouvoir absolu. Il écrivait ses réflexions, s'entraînait physiquement, étudiait la philosophie. Personne ne l'y obligeait. Il avait compris que cette discipline matinale lui donnait la liberté de bien gouverner le reste de sa journée. Regarde ta propre vie. Dans quel domaine manques-tu de discipline? Procrastination, alimentation, exercice, sommeil, gestion du temps? Maintenant, observe les conséquences. Stress, fatigue, culpabilité, résultats médiocres. Cette absence de discipline ne t'a pas rendu plus libre, elle t'a enchaîné. La vraie liberté n'est pas la capacité de faire tout ce que tu veux à chaque instant. C'est la capacité de faire ce qui compte vraiment, même quand tu n'en as pas envie. C'est la liberté de choisir tes actions plutôt que d'être esclave de tes impulsions. Pense à un musicien virtuose. Sa liberté d'expression extraordinaire vient-elle de l'absence de contraintes? Non, elle vient de milliers d'heures de pratiques disciplinées. Il a tellement maîtrisé les règles qu'il peut maintenant jouer avec elles, les transcender, créer quelque chose d'unique. Il en va de même dans tous les domaines de la vie. L'entrepreneur libre financièrement a d'abord été discipliné dans ses finances. L'athlète qui performe librement a d'abord été discipliné dans son entraînement. L'artiste qui crée librement a d'abord été discipliné dans l'apprentissage de son art. Voici ce que la discipline t'apporte concrètement. Elle élimine les décisions inutiles. Quand tu as une routine matinale disciplinée, tu n'as pas à décider chaque jour si tu vas faire du sport ou méditer. C'est automatique. Cette énergie de décision libérée peut être investie sur des choix plus importants. La discipline te donne aussi la confiance en toi. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même dans les petites choses, tu renforces ta confiance en ta parole. Chaque fois que tu tiens tes engagements envers toi-même, tu construis une estime de soi solide. La maîtrise de soi et la discipline sont des piliers essentiels pour atteindre le succès. Sans ces qualités, il est difficile de rester concentré et de persévérer face aux défis. Cultiver la discipline demande du temps et de l'effort, mais les résultats en valent la peine. En développant une forte maîtrise de soi, on peut surmonter les obstacles et atteindre ses objectifs avec détermination. Voici comment construire une discipline durable. Commence petit, très petit. Au lieu de révolutionner toute ta vie d'un coup, choisis une habitude minuscule que tu peux faire, même les pires jours. 2 minutes de méditation, 10 pompes, 1 page de lecture. L'important n'est pas l'ampleur, c'est la constance. La discipline se construit comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle devient forte. 8e loi, ton temps est plus précieux que ton argent. Sénèque était l'un des hommes les plus riches de Rome, mais il écrivait « Ce n'est pas que nous ayons si peu de temps à vivre,
mais que nous en gaspillons tant. Il avait compris une vérité que la plupart des gens ne saisissent qu'à leur lit de mort, le temps est la seule richesse vraiment limitée. Tu peux toujours gagner plus d'argent, tu peux récupérer une relation, tu peux rebâtir une carrière, mais tu ne peux jamais récupérer une seconde perdue. Chaque minute qui passe sans intention est une minute volée à ton potentiel. Regarde comment tu as passé la semaine dernière. Combien d'heures as-tu perdu dans des activités qui ne t'ont apporté ni joie, ni croissance, ni progrès vers tes objectifs? Combien de temps as-tu donné à des personnes qui drainent ton énergie sans rien apporter en retour? Voici une expérience révélatrice. Calcule combien il te reste de semaines à vivre si tu atteins 80 ans. Multiplie ton âge actuel par 52, puis soustrais ce nombre de 4160. 80 ans multiplié par 52 semaines. Le résultat va te choquer. Tu as probablement moins de temps qu'il n'en faut à une start-up pour devenir rentable. Maintenant, regarde cette liste d'activités qui consomment le temps de la plupart des gens. Télévision, réseaux sociaux, gossip, complaintes, procrastination, perfectionnisme paralysant. Demande-toi, sur mon lit de mort, regretterais-je de ne pas avoir passé plus de temps à faire ces choses? Les stoïciens pratiquaient la memento mori, se rappeler de sa mortalité. Non pas pour déprimer, mais pour donner de l'urgence et de la clarté à leurs choix. Quand tu intègres vraiment que tes jours sont comptés, tu arrêtes de les gaspiller. Voici comment reprendre le contrôle de ton temps. D'abord, fais un audit brutal. Pendant une semaine, note exactement comment tu passes chaque heure. Pas ce que tu penses faire, mais ce que tu fais vraiment. Les résultats vont probablement te surprendre. Ensuite, divise tes activités en 4 catégories. Celles qui t'approchent de tes objectifs importants, celles qui maintiennent ta santé et tes relations essentielles, celles qui te procurent une joie authentique et tout le reste. Tout le reste doit être éliminé ou drastiquement réduit. Apprends à dire non. Chaque oui à une activité non prioritaire est un non à tes objectifs les plus importants. Ton temps n'est pas démocratique. Tout le monde ne mérite pas d'en avoir une part égale. Éviter les troubles des autres est essentiel pour maintenir votre propre paix intérieure. Concentrez-vous sur vos objectifs et ne laissez pas les distractions extérieures vous détourner de votre chemin. La discipline personnelle est la clé pour rester sur la bonne voie. Soyez authentique dans vos actions et vos décisions et vous trouverez la tranquillité. Voici une technique puissante. Planifie ta semaine par bloc de temps dédié. Bloc pour le travail profond, bloc pour l'exercice, bloc pour les relations importantes, bloc pour l'apprentissage. Quand tout a sa place, rien n'est laissé au hasard. Et protège ton temps comme tu protégerais ton argent. Tu ne laisserais pas quelqu'un prendre 100 € dans ton portefeuille sans raison. Pourquoi laisses-tu des gens prendre 2 heures de ta vie sans raison valable? Rappelle-toi, tu n'achètes pas seulement avec ton argent, tu achètes avec les heures de ta vie que tu as échangées contre cet argent. Chaque achat représente du temps de vie. Cette perspective change complètement ta relation avec la consommation. 9e loi. La gratitude transforme ce que tu as en assez. Voici un poison mental qui détruit plus de bonheur que toutes les tragédies réunies. L'ingratitude. Pendant que tu te plains de ce qui te manque, tu passes à côté des miracles qui t'entourent déjà. Épictète, ancien esclave, était plus reconnaissant pour sa liberté que la plupart des gens nés libres. Marc Aurèle, malgré le poids de l'Empire, trouvait chaque jour des raisons d'être reconnaissant. Ils avaient compris que la gratitude n'est pas une réaction à de bonnes circonstances, c'est une discipline qui crée de bonnes circonstances. Regarde ta vie actuelle avec les yeux de quelqu'un qui vivait il y a 200 ans. L'eau potable qui sort de ton robinet, la nourriture disponible 24 heures sur 24, la possibilité de communiquer instantanément avec n'importe qui dans le monde, l'accès à tout le savoir humain depuis ton téléphone. Tu vis mieux que 99% des rois de l'histoire. Pourtant, tu passes probablement plus de temps à te concentrer sur ce qui va mal qu'à apprécier ce qui va bien. Ton cerveau est programmé pour détecter les problèmes. C'était utile pour la survie de nos ancêtres, mais c'est toxique pour ton bonheur aujourd'hui. Voici ce qui se passe quand tu cultives la gratitude. Ton cerveau commence à chercher activement des choses positives au lieu de se focaliser automatiquement sur les problèmes. Tu reprogrammes littéralement ton système de perception de la réalité. La gratitude n'est pas du déni. Tu peux reconnaître tes problèmes tout en appréciant tes bénédictions. Tu peux vouloir améliorer ta situation tout en étant reconnaissant pour ce que tu as déjà. L'un n'annule pas l'autre. Voici un exercice transformateur. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone ou de penser à tes problèmes, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas les grands trucs évidents, mais les petits détails que tu tiens pour acquis. Le café qui sent bon, le confort de ton lit,
le fait que tes poumons respirent automatiquement. Et chaque soir, écris 3 bonnes choses qui se sont passées dans ta journée, même les plus petites. Cette pratique quotidienne reprogramme ton cerveau pour voir l'abondance au lieu de la rareté, les opportunités au lieu des obstacles. La gratitude a aussi un effet social puissant. Quand tu exprimes authentiquement ta reconnaissance aux gens autour de toi, tu renforces tes relations. Mais attention, il ne s'agit pas de politesse mécanique, mais de reconnaissance sincère de ce que les autres apportent à ta vie. La gratitude guérit la maladie du « toujours plus ». En cultivant la gratitude, nous apprenons à apprécier ce que nous avons déjà. Cela nous libère du besoin constant de vouloir plus. La gratitude nous permet de trouver la paix intérieure et de vivre une vie plus épanouie. Voici une perspective révolutionnaire. Et si tout ce qui t'arrive, même les difficultés, était un cadeau déguisé? Et si cette perte d'emploi t'orientait vers ta vraie vocation? Et si cette rupture te libérait pour une relation plus épanouissante? Et si cet échec te préparait pour un succès plus grand? Cette façon de voir ne minimise pas tes souffrances, elle les transforme en leçons. Elle trouve du sens dans l'adversité et de la gratitude même dans les moments difficiles. Rappelle-toi, la gratitude est un muscle qui se développe avec l'usage. Plus tu la pratiques, plus elle devient naturelle. Et une fois qu'elle devient naturelle, elle transforme radicalement ton expérience de vie. Tu passes de « qu'est-ce qui ne va pas » à « qu'est-ce qui va bien ». Et cette simple différence de focus change tout. 10e loi, construis ton héritage. Dès aujourd'hui. Voici la question la plus importante que tu puisses te poser. Dans 100 ans, qu'est-ce qui restera de ton passage sur cette terre? Pas tes possessions matérielles, elles auront été vendues, données ou jetées. Pas ton argent, il sera dans d'autres comptes. Mais ton impact sur les autres vies, les valeurs que tu auras transmises, les problèmes que tu auras résolus. Marc Aurèle n'imaginait pas que ses pensées pour moi-même seraient lues 2000 ans plus tard. Il écrivait juste pour clarifier ses propres idées. Mais cette honnêteté, cette recherche sincère de sagesse, continue d'influencer des millions de personnes aujourd'hui. Voilà un véritable héritage. La plupart des gens pensent qu'ils construiront leur héritage plus tard, quand ils auront réussi, quand ils seront arrivés. Ils se trompent. Ton héritage se construit maintenant, à travers chaque interaction, chaque décision, chaque jour que tu vis. Regarde les personnes qui ont marqué ta vie positivement. Était-ce grâce à leur richesse ou leur statut? Probablement pas. C'était grâce à leur caractère, leur générosité, leur sagesse, leur exemple. Ces qualités ne coûtent rien mais valent plus que tout l'or du monde. Voici une vérité que peu acceptent. Tu influences déjà plus de vies que tu ne le réalises. Tes enfants, si tu en as, copient tes habitudes plus que tes conseils. Tes collègues observent ton éthique de travail. Tes amis sont influencés par ton attitude face aux difficultés. Tes actions ripplent bien au-delà de ce que tu peux voir. Alors pose-toi cette question brutale. L'influence que tu exerces actuellement est-elle positive ou négative? Est-ce que tu élèves les gens autour de toi ou est-ce que tu les tires vers le bas? Est-ce que tu donnes l'exemple de l'excellence ou de la médiocrité? Voici comment penser ton héritage quotidiennement. Demande-toi chaque soir. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui aura encore de la valeur dans 10 ans? Si la réponse est rien, c'est que tu vis en mode survie plutôt qu'en mode création d'héritage. Les stoïciens croyaient que nous avons tous une mission unique sur cette terre. Ils appelaient cela notre prohérésis, notre capacité unique à contribuer au bien commun. Quelle est-ce la tienne? Quel problème peux-tu résoudre mieux que quiconque? Quelle valeur peux-tu apporter que personne d'autre ne peut apporter exactement de la même façon? Voici une pratique puissante. Écris une lettre à toi-même dans 20 ans. Décris la personne que tu veux être devenue, l'impact que tu veux avoir eu, l'héritage que tu veux laisser. Puis demande-toi, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour devenir cette personne? Et n'oublie pas, ton premier héritage, c'est la version de toi-même que tu lègues au futur. Chaque habitude que tu développes, chaque compétence que tu acquiers, chaque trait de caractère que tu renforces, tu le transmets à la personne que tu seras demain. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage à travers les 10 lois stoïciennes. Mais en réalité, nous n'arrivons pas à une fin, nous arrivons à un commencement. Le commencement de ta transformation, si tu choisis de l'entreprendre. Tu as maintenant les outils, tu as la carte, tu as la boussole, mais personne ne peut faire le voyage à ta place. Personne ne peut appliquer ces principes dans ta vie excepte toi. Voici la réalité brutale. La plupart des gens qui ont lu ce texte vont le fermer, se sentir inspirés pendant quelques heures, puis retourner exactement à leur vie d'avant.
Ils vont trouver des excuses pour ne pas commencer. Ils vont attendre le bon moment. Ils vont remettre à plus tard leur transformation. Mais toi, tu es différent. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as lu chaque mot. Tu as ressenti l'appel du changement. Maintenant, tu as un choix à faire. Vas-tu être celui qui lit et oublie, ou celui qui lit et transforme? Dans un an, tu seras exactement au même endroit qu'aujourd'hui, ou tu seras méconnaissable. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu grandis, soit tu stagnes. Soit tu évolues, soit tu recules. La vie ne fait pas de pause. Ces 10 lois ne sont pas des suggestions, ce sont des principes universels testés par des millénaires d'applications. Ils ont fonctionné pour des empereurs et des esclaves, des riches et des pauvres, des anciens et des modernes. Ils fonctionneront pour toi si tu leur donnes la chance. Alors voici ton défi. Choisis une loi, pas les 10. Une seule, celle qui résonne le plus avec ta situation actuelle. Et engage-toi à l'appliquer pendant les 30 prochains jours, totalement, complètement, sans excuse. Peut-être que c'est le moment de changer ton cercle social. Peut-être que c'est le moment de passer à l'action malgré tes peurs. Peut-être que c'est le moment de reprendre le contrôle de tes pensées, d'accueillir tes obstacles comme des professeurs, de maîtriser tes réactions. Peut-être que c'est le moment d'être authentique, de développer ta discipline, de valoriser ton temps, de cultiver la gratitude, ou de commencer à construire consciemment ton héritage. Le moment parfait n'existe pas. Les conditions idéales ne viendront jamais. Tout ce que tu as, c'est maintenant. Tout ce que tu peux contrôler, c'est ton prochain choix. Tout ce qui compte, c'est ce que tu décides de faire dans les prochaines 24 heures. Les stoïciens avaient une expression « amor fati », aimer son destin. Mais ils ne parlaient pas d'acceptation passive. Ils parlaient d'embrasser pleinement la responsabilité de créer ce destin. Ton destin n'est pas écrit dans les étoiles. Il est écrit dans tes choix quotidiens, dans ta discipline matinale, dans les personnes que tu choisis de fréquenter, dans ta réaction face aux obstacles, dans ta gratitude face aux bénédictions, dans l'héritage que tu construis jour après jour. Alors, que choisis-tu? Continuer à vivre la même vie et espérer des résultats différents? Ou embrasser ces lois anciennes pour créer une existence extraordinaire? Le pouvoir est entre tes mains, il l'a toujours été. La seule question qui reste est, qu'est-ce que tu vas en faire? L'histoire de ta transformation commence maintenant. Écris le premier chapitre aujourd'hui.